Ah, c'est déjà la rentrée, après de longues vacances bien méritées. Oh, mais c'est vous! Vous vous demandez peut-être où j'ai passé mes vacances. Eh bien, c'était très loin de chez moi, plus précisément là-bas. Alors, vous reconnaissez sûrement cet endroit? Bon, j'avoue, j'ai un peu menti, j'ai passé en réalité toutes mes vacances chez moi en France. Allons, allons, ne vous plaignez pas, car pour vous remonter le moral, je vous propose de partir à la découverte d'un pays qui est un véritable paradis tropical. Un pays à l'histoire passionnante, à la population diverse et accueillante, un pays à la musique facilement reconnaissable et qui arbore un célèbre étendard comme drapeau national. Bref, un endroit mythique. Je veux bien évidemment parler de Cuba, cadre de ce 46e épisode des Drapeaux du Monde. Hasta la victoria siempre, les amis! La République de Cuba est un État insulaire d'une superficie de 110 000 km² situé au nord-ouest des Caraïbes. Le territoire est constitué de l'île de Cuba à proprement parler, qui est la plus grande île des Caraïbes, mais aussi de l'île de la Jeunesse, appelée île aux Pins jusqu'en 1978, ainsi que de plus de 4000 petites îles et îlots. La population cubaine, qui s'élève à plus de 11 millions d'habitants, se caractérise par sa grande diversité. On trouve aussi bien des habitants d'origine européenne, africaine et amérindienne. De nombreux Cubains sont également des métis, c'est-à-dire qu'ils ont, de par leurs ancêtres, plusieurs origines à la fois. Bordée par l'océan Atlantique, le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes, Cuba a pour voisins maritimes la Floride, donc les États-Unis au nord, l'archipel des Bahamas au nord-est, Haïti au sud-est, la Jamaïque et l'archipel britannique des îles Caïmans au sud et la péninsule mexicaine du Yucatan à l'ouest. Cuba dispose également d'une petite frontière terrestre au sud de l'île avec Guantanamo Bay, territoire sous contrôle américain depuis 1903 sur lequel les États-Unis ont installé une base navale et un tristement célèbre centre de détention. La capitale cubaine, La Havane, fondée par les Espagnols en 1515, est célèbre pour son architecture et ses monuments de l'époque coloniale, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les historiens demeurent divisés sur l'origine du nom Cuba. La plupart d'entre eux pensent que ce nom vient de la langue taïno parlée par les Amérindiens qui vivaient dans les Caraïbes avant l'arrivée des Européens. Selon cette théorie, Cuba signifierait soit là où la terre fertile est abondante, Cubao, soit bel endroit, Coabana. Une autre théorie affirme que Cuba doit son nom à Christophe Colomb, qui aurait nommé ainsi l'île en référence à la petite ville de Cuba, située au sud du Portugal. À partir du 4e millénaire avant Jésus-Christ, les Caraïbes furent habités par des populations amérindiennes dont les principaux groupes étaient les Taínos, les Siboney et les Guanahatabé. En 1492, Christophe Colomb, lors de son premier voyage dans les Caraïbes, débarque sur l'île de Cuba et en prend officiellement possession au nom des rois catholiques d'Espagne. Toutefois, ce n'est qu'en 1511 que les Espagnols fondent leur première implantation, suivie en 1515 par la création de San Cristóbal de la Habana, aujourd'hui La Havane. Ainsi débute près de 4 siècles de domination de Cuba par l'Espagne. Intégrée dans la vice-royauté de Nouvelle-Espagne en 1521, Cuba est élevé au rang de capitainerie générale, l'équivalent d'une circonscription militaire, à partir de 1607, l'objectif des Espagnols étant de mieux défendre l'île des assauts anglais. Au début du XIXe siècle, alors que la plupart des colonies de l'Empire espagnol accèdent à l'indépendance, Cuba reste sous le contrôle de Madrid. Mais lors de la seconde moitié de ce siècle, des mouvements indépendantistes émergent sur l'île et mènent une lutte armée contre les Espagnols qui perdront finalement ce territoire lors de la guerre hispano-américaine de 1898. À l'issue de ce conflit, Cuba devient un protectorat des États-Unis et accède finalement à l'indépendance en 1902. Le nouvel État demeure cependant largement dépendant des Américains
qui veillent à ce que leurs intérêts sur l'île soient garantis. C'est ainsi qu'à partir de 1952, les États-Unis soutiennent Fulgencio Batista qui instaure une dictature militaire et qui s'achève avec la révolution cubaine en 1959 et la prise du pouvoir par Fidel Castro. Rapidement, la politique de nationalisation des biens étrangers et de redistribution des terres par Castro provoque une brusque montée des tensions entre Cuba et les États-Unis qui tentent de renverser le régime castriste lors du débarquement de la baie des Cochons en 1961 qui tourne au fiasco. Pour se protéger des Américains, Castro se rapproche de l'Union soviétique qui installe des missiles nucléaires sur le territoire cubain. Pointés vers les États-Unis, ces missiles sont à l'origine de la plus grave crise de la guerre froide, la crise des missiles de Cuba, au cours de laquelle le monde est passé tout près d'une guerre atomique. Finalement, un accord est trouvé entre Moscou et Washington et les soviétiques retirent leurs missiles. Mais Cuba devient irrémédiablement une dictature communiste dépendante de l'URSS. Malgré la disparition de cette dernière en 1991, le régime castriste a réussi à se maintenir au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Le drapeau cubain, composé de 5 bandes horizontales, 3 bleues et 2 blanches, d'un triangle rouge et d'une étoile blanche à 5 branches, est l'un des plus célèbres d'Amérique latine. Il a été dessiné en 1849 par Miguel Theorbe Tolón, un poète cubain exilé à New York à la demande de Narciso López, aventurier et militaire vénézuélien, partisan de l'indépendance de Cuba. Sur ce drapeau, les 3 bandes bleues représentent les 3 provinces, appelées ici départements de Cuba à l'époque coloniale, en rébellion contre les Espagnols. Les 2 bandes blanches symbolisent la lumière et la pureté des idéaux des révolutionnaires cubains comme l'indépendance, la liberté et la justice. Le rouge du triangle, qui représente le courage, rend également hommage aux Cubains qui ont versé leur sang pour l'indépendance de leur pays. Les 3 côtés du triangle représenteraient la liberté, l'égalité et la fraternité, 3 valeurs associées à la Révolution française. Enfin, l'étoile blanche à 5 branches, appelée l'étoile solitaire, la Estrella Solitaria en espagnol, est directement inspirée de celle du drapeau de l'État américain du Texas, qui s'appelle aussi étoile solitaire, The Lone Star en anglais. Sur la bannière cubaine, comme sur la bannière texane, l'étoile solitaire éclaire le chemin de la liberté et apporte prospérité, stabilité, justice et paix sociale. En 1850, Narciso López tente de chasser les Espagnols de Cuba et apporta avec lui le drapeau qu'il a fait dessiner aux États-Unis. Cette bannière fut hissée dans le ciel de la ville côtière de Cardenas le 19 mai de la même année. Ce fut ainsi la première fois que l'étendard à l'étoile solitaire apparut sur le sol cubain. Mais l'expédition pour libérer Cuba tourna court et Narciso López fut exécuté par les Espagnols après l'échec d'une autre expédition pour libérer l'île l'année suivante. En 1869, en pleine lutte armée contre l'Espagne, l'Assemblée constituante de la République de Cuba choisit le drapeau à l'étoile solitaire comme étendard officiel du futur État cubain, afin de rendre hommage à Narciso López qui fut le premier à s'engager dans la lutte armée pour l'indépendance de Cuba. Ce drapeau fut préféré à celui dessiné par un autre héros révolutionnaire cubain, Carlos Manuel de Céspedes, appelé la de Majagua, fortement similaire au drapeau du Chili et qui est aujourd'hui utilisé par la marine cubaine. Finalement, le 20 mai 1902, jour de son accession à l'indépendance, Cuba adopte officiellement le drapeau à l'étoile solitaire comme bannière officielle. Le drapeau est hissé pour la première fois par le généralissime Máximo Gómez, figure de la lutte pour l'indépendance de Cuba au sommet du mât du fort El Morro à La Havane. Il est intéressant de noter que Cuba a beau être un État communiste, son drapeau n'arbore aucun symbole communiste et possède les mêmes couleurs que le drapeau des États-Unis, ennemi juré du régime castriste. Ce qui est sûr, c'est que le drapeau de Cuba aura inspiré la création de la bannière d'une île toute proche dans les Caraïbes, Porto Rico, autre territoire espagnol conquis par les Américains en 1898. La différence étant que sur le drapeau portoricain, créé en 1895 et adopté en 1952, les couleurs bleu et rouge sont inversées et plus claires que sur le drapeau cubain. On peut également se demander si ce n'est pas l'étendard de Cuba qui a inspiré
les indépendantistes catalans dans le design de ce drapeau appelé la Estelada, l'étoilé en catalan, que l'on voit régulièrement dans les manifestations appelant à l'indépendance de la Catalogne vis-à-vis de l'Espagne. Il faut d'ailleurs souligner qu'au XIXe siècle, de nombreux Catalans ont volontairement rejoint les Cubains dans leur lutte pour l'indépendance. Près de 30 ans après l'effondrement de l'URSS, et malgré les énormes difficultés économiques qui ont suivi, le régime communiste cubain a réussi à se maintenir au pouvoir. Cela s'explique par le soutien de pays comme le Venezuela après l'élection d'Hugo Chavez en 1998, mais aussi de la Chine et de la Russie à partir des années 2000. Cuba dispose toujours de nombreux atouts, au premier rang desquels une population bien éduquée, un système de santé performant et surtout le tourisme, secteur en plein essor grâce à la superbe architecture coloniale des villes cubaines, aux petites îles et aux plages paradisiaques, aux stations balnéaires comme Varadero et à l'accueil chaleureux des Cubains. Mais malgré tous ces atouts, la situation économique de Cuba est catastrophique. Et sur le plan politique aussi, les choses demeurent préoccupantes. Le Parti communiste cubain est toujours le seul parti autorisé dans le pays. La presse est sous le contrôle étroit du gouvernement. Les arrestations arbitraires sont monnaie courante. Les opposants au régime sont soit envoyés en prison, où ils sont souvent torturés, soit contraints à l'exil. Depuis l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, plus d'1 million de Cubains ont dû quitter leur pays et se sont réfugiés aux États-Unis, surtout à Miami, en Floride. À partir de la fin de 2014, un rapprochement spectaculaire s'est opéré entre Cuba et les États-Unis. Les deux pays ont rouvert leurs ambassades en 2015, plusieurs restrictions ont été levées par Washington, de nombreux accords bilatéraux ont été signés dans différents domaines, les lignes aériennes et les croisières entre les deux nations ont été rétablies et Barack Obama a effectué une visite historique à Cuba, la première d'un président américain depuis 1928. Mais avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, le rapprochement entre La Havane et Washington s'est brusquement arrêté et certaines sanctions contre le régime castriste ont été rétablies. À noter que les États-Unis maintiennent toujours un embargo économique, commercial et financier sur Cuba, et ce, depuis près de 60 ans. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'à l'avenir, le peuple cubain puisse jouir de davantage de liberté politique et accéder à la prospérité économique, car ils le méritent et surtout, ils en ont le potentiel. Voilà, c'en est donc terminé de la présentation de Cuba et de son célèbre drapeau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo et retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. C'est donc la fin des drapeaux des pays, commençant par la lettre C. Place dorénavant à la lettre D qui, dans la langue française, ne comporte que 3 pays, à commencer par le Danemark, théâtre du prochain épisode des drapeaux du monde. Autant dire qu'après la chaleur tropicale de Cuba, vous avez intérêt à vous couvrir pour notre futur périple en Scandinavie. En attendant, je vous dis hasta luego les amis, pendant que vous reprenez le chemin de l'école, de l'université ou de votre travail, moi je pars bronzer sur la plage de Varadero. Viva Cuba!